À partir de Kinshasa, bienvenue à tous sur Télé 50 pour vous informer. Comme annoncé il y a quelques jours, les assises nationales sur le coulage des recettes publiques en RDC se sont ouvertes ce jeudi 2 mai à Kinshasa. Son objectif, vous le savez, l'amélioration, l'efficacité et la rentabilité des services mobilisateurs de recettes. Ces assises réunissent plusieurs acteurs. Question d'arrêter l'évasion fiscale et conscientiser les régies mobilisatrices. Suivez. Conformément au programme d'action gouvernemental, la RDC s'est fixé l'objectif de se hisser au rang des pays à revenus intermédiaires d'ici l'an 2030. Ainsi, pour y parvenir, la solution serait de mettre fin aux fuites de recettes publiques et permettre au pays de compter sur ses ressources propres. C'est ce qui explique le sens de la tenue de ces assises, qui est une initiative du président de la République, mais également inscrite dans le programme du gouvernement qui entend toujours innover. Vu les enjeux et ses objectifs, c'est le Premier ministre et chef du gouvernement en personne qui a ouvert les travaux. Cette démarche systématique ne vise pas simplement à poser les diagnostics pour aboutir à des vœux qui sont pieux. L'objectif, comme l'a souligné le vice-premier ministre tout à l'heure, est plutôt de mettre en place des stratégies nouvelles sanctionnées par des propositions concrètes et un chronogramme qui se veut réaliste. Devant l'assistance à ce discours prononcé après celui du vice-premier ministre, ministre en charge du budget, en présence de plusieurs membres du gouvernement, Augustin Matata Ponyo a rappelé, comme son prédécesseur, qu'il faudra désormais rompre avec le passé et mettre un terme au coulage des recettes publiques qui a longtemps duré. Il s'agit d'une initiative très louable parce que effectivement, le pays ne peut pas se développer si notre capacité de mobilisation des ressources publiques demeure faible. Lorsqu'il s'agit de mobilisation des recettes et qu'on mette un point d'arrêt pour y réfléchir, c'est toujours bien. Parce que le gouvernement, par rapport à son programme d'action, a des visées très importante. De ces assises, prêtes à renverser la tendance, la RDC s'attelle donc par là à verrouiller toutes les fuites des recettes publiques. Et puis la nouvelle citoyenneté, on en parle dans les milieux des magistrats. C'est dans ce cadre que le Conseil supérieur de la magistrature, en collaboration avec le ministère qui a en sa charge la nouvelle citoyenneté, organise un séminaire à l'intention des magistrats. Les réflexions vont tourner autour des thèmes tels que l'éthique et la déontologie du patricien du droit en RDC. À l'instar de cette entrée ensemble dans la salle, le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère en charge de la nouvelle citoyenneté ont décidé de faire chemin ensemble. Ce séminaire vise entre autres à rappeler aux magistrats qu'il doit se démarquer par un comportement digne et irréprochable. Pour un magistrat, vivre la citoyenneté ne sera rien d'autre que respecter la loi et ses exigences, la faire respecter et l'appliquer au mieux. Mieux encore, dire les droits avec désintéressement, courage et diligence. Du côté du ministère de tutelle, Lambert Mende rappelle que ce séminaire vise notamment à réconcilier le Congolais avec lui-même, les institutions et l'observation de l'éthique dans l'exercice des fonctions. Il s'agit par la même occasion d'inviter les Congolais de toutes les générations et de toutes les catégories socio-professionnelles à assumer leurs responsabilités dans la défense des intérêts vitaux de la nation. L'objectif recherché est de consolider la volonté du plus grand nombre de nos concitoyens à s'acquitter de leurs devoirs et à s'impliquer spontanément dans la recherche du bien-être collectif en tout lieu et en toutes circonstances. Les magistrats sont conscients de leurs devoirs, mais il faudra aussi faire respecter leurs droits. Lorsqu'on parle de nouvelle citoyenneté, on peut donner tout ce qu'on veut comme définition, mais moi j'estime que l'homme, c'est-à-dire le magistrat, placé dans les meilleures conditions de travail, il pourra donner le meilleur de lui-même. En 2 jours, les participants vont aussi débattre sur les défis de la corruption et l'impunité en République démocratique du Congo.
Sécurité à présent, à quel jeu joue finalement le Rwanda? C'est la question que l'on se pose après cette nouvelle incursion des troupes rwandaises qui ont traversé la frontière au niveau de Runyoni, au Nord Kivu. Le Rwanda vient une fois de plus de violer l'accord cadre d'Addis Abeba qu'il avait signé en mars dernier et qui prévoyait notamment le non-soutien des rebelles par les pays signataires. Suivez. Des sources militaires proches des FARDC, le commandement des troupes des Rwanda Defense Forces qui ont traversé les frontières congolaises est assuré par le lieutenant-colonel Kakwere, bien connu en RDC puisqu'il avait servi dans l'escorte du défunt président Mzee Laurent Désiré Kabila. Selon la même source, ces troupes se positionnent à raison d'un bataillon à Runyoni, 2 bataillons à Mbouzi où leur état-major est installé, une compagnie à Mboukou et une autre à Tchanzu. Cette information que confirment les autorités congolaises vient appuyer la thèse de la violation de l'accord cadre d'Addis Abeba par le Rwanda signé en février dernier. Quelques jours après la signature de cet accord, les chefs d'État de la RDC, du Congo-Brazzaville, du Rwanda et de l'Ouganda s'étaient engagés à le mettre en application. Il y a quelques jours, ce pays voisin avait doté le M23 de 3 missiles sol-air, ce qui avait été vu comme un défi lancé à la brigade d'intervention de l'ONU, dont les troupes sont prêtes à se déployer au Nord Kivu, avec pour mission d'éradiquer les groupes armés. Accusé par les experts des Nations Unies de soutenir les groupes armés dans le M23, le Rwanda a toujours nié son implication. Il faudra à cette allure de nouvelles enquêtes dans l'Est de la République démocratique du Congo. Séminaire sur les solutions durables et la clause de cessation du statut des réfugiés. C'est autour de ce thème que la presse congolaise a été invitée à réfléchir ce jeudi. La formation a eu lieu dans la salle de conférence du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, assurée par 2 experts de cet organisme. Une quarantaine de journalistes ont pris part à ce rendez-vous. Commentaire. Toute personne a droit à une protection et partant de la Convention internationale du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés en passant par la Convention africaine de 1969, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a voulu retoucher la connaissance des journalistes congolais à ce sujet. Était de présenter des notions, notamment la clause de cessation, les solutions durables aux journalistes qui ont l'habitude de traiter de ces questions-là ici en RDC, essayer de les familiariser, je dirais, avec ces notions-là qui concernent les réfugiés en République démocratique du Congo. Une formation qui tombe à point nommé à la grande satisfaction des participants. L'équivoque vient d'être levé sur cette clause de cessation, en tout cas qui a fait couler beaucoup d'encre, surtout au niveau de la presse. Cette formation nous a aidé à édifier les choses, comprendre que l'application de la clause de cessation, c'est un long processus qui demande du temps. Après la réunion ministérielle tenue le 18 avril dernier à Pretoria en Afrique du Sud, la révision du calendrier de la résolution de la situation des réfugiés rwandais, la RDC réclame une tripartite avec le Rwanda et le HCR pour évaluer les précédents accords signés en 2010. Le gouvernement congolais a aussi suggéré la réalisation avec l'appui de la communauté internationale de l'enregistrement de tous les réfugiés rwandais vivant en RDC dans les zones accessibles et d'accès difficile. Sachez aussi que les différentes structures de la corporation des journalistes ont été reçues par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, ce jeudi au Palais du Peuple. Ces responsables des organes de presse ont présenté leur mea culpa en rapport avec les actes posés par les 4 journalistes interpellés le mardi après avoir tenté d'arnaquer le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais. Contacté par les responsables des médias après avoir échappé à l'arnaque, Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, a conféré avec les responsables des médias ce jeudi au Palais du Peuple. Parmi eux, le président de l'UNPC, le président de l'OMEC, ainsi que les chefs des organes de presse évoluant en RDC. Venus présenter leurs excuses suite au comportement des 4 journalistes qui ont terni l'image de la corporation, ces derniers ont demandé à Aubin Minakou de s'impliquer pour une libération provisoire. Nous avons eu à déplorer certaines des choses que nous, ici, qui sont liées à notre comportement, au comportement de nos jeunes confrères. Et je crois que le président de l'Assemblée nationale a prêté une oreille très attentive à nos préoccupations, à notre démarche.
voyons voir, les gens qui viennent peuvent nous réserver des surprises. Malgré cette démarche, l'acte posé par les 4 journalistes arrêtés a été condamné. C'est tout ce qu'il faut l'accepter comme tel et trouver le moyen de balayer les écuries. Le Congo qui se développe, le Congo qui s'améliore, doit s'améliorer avec ceux qui respectent le métier de journaliste. Parce qu'il y a beaucoup de journalistes de qualité dans notre pays. Des journalistes qui sont bien formés, qui ont des années d'expérience. Et on ne peut pas compromettre tout cela parce que les gens ont envie de se frotter ou de s'aventurer dans ce métier. C'est pas ça le métier, monsieur. En second lieu, les collectifs des éditeurs réclamant la libération de leurs confrères a déclaré partir sur de nouvelles bases pour ainsi accompagner les institutions de la République dans leurs lourdes tâches. La démarche entreprise a été entérinée par Obé Minakou qui a répondu favorablement aux desiderata des journalistes. Mais cela ne devra pas entraver l'action déjà entamée par la justice congolaise. Et puis nous vous l'annoncions dans notre édition de mercredi soir qu'un groupe des députés provinciaux du Bandundu préférait sécher les plénières et qu'une quarantaine d'entre eux étaient à l'étranger pendant que les travaux de la 12e session ordinaire se poursuivaient au niveau de l'Assemblée provinciale. Et bien, une dernière nouvelle, l'information s'est avérée fausse. Et ce jeudi, une poignée des députés provinciaux de cette province a rétabli à la vérité à ce sujet. On écoute l'un d'entre eux. La vérité dans tout cela est que, de 1, l'Assemblée provinciale de Bandundu travaille selon les règles de la République et que, de 2, ce ne sont pas 40 députés qui vont en mission en Europe, c'est bel et bien 7 députés. Nous avons entre nos mains la preuve. C'est 7 députés sur l'ensemble des 84 députés que compte cette Assemblée. 7 seulement vont en mission en Europe. Et le quorum pour tenir les plénières et prendre toutes les décisions n'en souffre nullement. Nous avons donc tenu à porter ces démentis et à dire que ceux qui pensent à casser les bonnes manières ou l'ampleur de cette Assemblée cessent. Parce que cette Assemblée travaille et travaille dignement. Les députés ne sèchent pas leur plénière pour passer leur temps en Europe. Ils ne sèchent pas les plénières pour passer leur temps en Europe. C'est un mensonge. Et nous démentons cela catégoriquement. Direction le Bas-Congo, où la DGRAD Matadi a désormais un nouveau bâtiment administratif. Jacques Mbadou, gouverneur de cette province, a procédé à l'inauguration de cette entreprise construite selon les normes internationales. L'inauguration de ce bâtiment a été précédée de plusieurs activités de réhabilitation. Suivez. Le mois d'avril qui vient de s'achever a été marqué par plusieurs actions réalisées dans le Bas-Congo par le gouvernement provincial. Il s'agit notamment de la présentation du site de la cimenterie du groupe Nyumba dans le territoire de Songololo, l'inauguration de l'antenne provinciale des Litiers et le lancement des travaux d'extension de l'agence de l'eau GEFREM. Et ce samedi, c'était l'inauguration du siège provincial de la DGRAD Matadi rénové. S'agissant des travaux d'aménagement réalisés par la DGRAD, le gouvernement provincial salue cette initiative qui permet l'amélioration des conditions de travail de ses agents et une meilleure sécurité pour les imprimés des valeurs. J'invite donc les agents de la DGRAD à faire un bon usage de ces bâtiments rénovés afin qu'ils attirent par leur fraîcheur les contribuables à venir honorer leurs obligations fiscales. Peu avant cette semaine, le chef de l'exécutif provincial du Bas-Congo a assisté au culte kimbangiste célébré dans la ville de Boma au lendemain du 51e anniversaire de Mama Mouinou. Le représentant provincial de cette église a profité de l'occasion pour présenter les difficultés que rencontre cette communauté ecclésiastique. Très à l'écoute, le gouverneur Jacques Mbadou a répondu favorablement aux préoccupations en remettant une enveloppe d'une somme importante, un transformateur de 500 kVA et quelques matériaux de construction pour achever les travaux de construction de l'église et de la résidence du chef spirituel Simon Kimbangu Kiangani.
Et au Nord Kivu, principalement dans la ville de Beni, c'est l'inauguration par SEP Congo de son dépôt d'une capacité de 2000 mètres cubes. C'est la ministre du Portefeuille qui a symboliquement coupé le ruban, un geste qui démontre le soutien du gouvernement congolais à cette entreprise. Suivez. C'est l'un des gros investissements de SEP Congo, une première dans le territoire de Beni, dans la province du Nord Kivu. Avec sa capacité de 2000 mètres cubes, ce dépôt pourra desservir